Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence pour cette conférence. L'intelligence artificielle peut-elle révolutionner notre filière? Alors voilà, l'intelligence artificielle, tout le monde en a beaucoup entendu parler. Certains l'utilisent déjà, donc nous allons évidemment présenter nos intervenants. Tout le monde en a entendu parler, mais pour l'instant, c'est quand même un peu balbutiant. La majorité des entreprises ne l'a pas adoptée, en tout cas pas massivement. Donc, quelques questions qu'on va tenter de résoudre ensemble. Comment passer d'une pratique un peu exploratoire ou un peu individuelle où tout le monde bricole un peu, encore parfois, à une pratique vraiment collective pour amener donc à plus de performances collectives? Quels sont les bénéfices tangibles de l'IA? Est-ce que cette technologie, surtout, peut nous aider à résoudre quand même quelques grands enjeux? On en a dans notre filière. Donc, par exemple, comment accroître la consommation de fruits et légumes, comment fluidifier nos relations dans cette filière, comment accroître peut-être la compétitivité, la rentabilité de nos modèles, etc. Alors, quels sont aussi les risques et les contraintes? Voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. Et donc, on a l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Franck Berthu, ici à ma droite, qui est expert transformation digitale chez Haddock, l'agence de développement Occitanie. On a à ma gauche Anissé Prodhomme, qui représente Verger Gazo. Alors là, vous avez un sacré expert aussi. On a tout au bout Gilda Guibert, que vous connaissez pour certains déjà très bien. Il est responsable du développement chez Mounerac. Il est aussi consultant, aujourd'hui consultant technique. Et puis donc à ma gauche, Antonin Douillet, alors que vous ne connaissez peut-être pas encore beaucoup parce qu'il est en viticulture, mais il a bien l'intention d'agir pour notre secteur. Donc il présentera son entreprise DAC-ADN. Alors, comme c'est le matin, qu'on a peut-être fait une petite nuit courte pour certains, une petite question brise-glace. Qui a entendu parler de ChatGPT? Qui en a entendu parler? Bon, déjà ça commence bien. Ouf. Qui utilise GPT-4? Qui utilise? Ah, quand même. Très bien. Bon, je pense que c'est une très bonne entrée en matière. Franck Berthu, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et surtout, quelle est la différence avec un algorithme? Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui? Peut-être on peut repartir un petit peu de temps en arrière. Ça existe depuis déjà très longtemps, mais avec peut-être d'autres terminologies. En tout cas, lors de ma formation, il y a déjà un certain nombre d'années, on parlait déjà de systèmes experts qui sont des moteurs de règles qui permettent d'automatiser des règles pour aboutir à des produits qui aident à la décision. Je pense que c'est les premiers outils, si je ne me trompe pas, qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de systèmes experts, qui existent toujours et qui sont très performants, qui ont la vertu de pouvoir contrôler le résultat que la machine propose, et qui sont, je pense, aujourd'hui une aide très intéressante pour tous les dirigeants qui ont cette problématique commune de prendre des décisions le plus rapidement possible avec le maximum d'informations possible. Ensuite, on a quand même dans l'intelligence artificielle une technologie qui est quand même beaucoup plus récente, qui est la machine apprenante, le machine learning en anglais, qui lève la limite du système expert initial, dans le sens où, dans le système expert, il faut mettre les règles à la main, alors que dans le machine learning, la machine est auto-apprenante. Alors plus ou moins en fonction de l'algorithme que l'on utilise, mais ça permet d'ajouter énormément plus de règles et de s'adapter au contexte que vous vivez tous, c'est-à-dire de pouvoir rajouter beaucoup de contraintes, de flux qui n'étaient pas avant compris dans les règles, comme des flux de météo, des flux de capteurs, voilà. Et puis enfin, maintenant, on arrive à une autre intelligence artificielle qui passe un peu de l'automatisation à la façon d'apprendre et de comprendre. C'est ce qui nous touche le plus aujourd'hui, et c'est pourquoi je pense qu'on a fait cette table ronde aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui permet de créer du contenu à partir d'un corpus de données, d'un ensemble de données, de flux de données. Et ça, c'est un rapport qu'on n'a jamais eu avec les machines, puisqu'aujourd'hui, les machines étaient vraiment en réponse à nos questions. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut commencer un genre de dialogue avec la machine. Donc pour moi, l'ensemble de l'intelligence artificielle, alors je ne parle pas du futur,
bien qu'on se demande jusqu'où on va aller dans le rapport avec la machine, et notamment sur cette intelligence artificielle. En tout cas, le futur, c'est l'intelligence forte, celle qui pourrait avoir une conscience. On n'en est pas là et on ne sait même pas si c'est possible. Mais je pense que le message aujourd'hui de cette table ronde, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il faut, au-delà de la sémantique qui peut être reprochée, hein, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence? Encore faut-il se comprendre sur ce mot. Mais c'est un sujet qui change le paradigme du rapport entre l'homme et la machine. Oui, et donc la différence avec un algorithme, tout simplement, c'est que en fait, elle comprend aujourd'hui notre environnement, alors qu'un algorithme, c'est simplement un modèle mathématique qui répète sans s'améliorer, que l'on programme et que l'on fait répéter. Oui, la base d'une machine, c'est quand même avant tout de faire travailler des algorithmes. Donc il n'y a pas autant de différence que ça, mais c'est dans notre perception de qu'est-ce qu'un algorithme. Nous-mêmes, par exemple, notre façon de fonctionner, et aussi grâce à la preuve scientifique, et même d'ailleurs du numérique, on commence à se poser la question sur notre propre mode de fonctionnement au regard de ce que peut faire la machine. Et donc le mot algorithme, c'est complètement généralisé. Donc la question, je pense, c'est qu'est-ce qu'on pensait d'un algorithme il y a quelques années, c'était vraiment du langage, machine. Aujourd'hui, l'algorithme, c'est quand même plus un raisonnement qui peut dépasser celui du simple code par la complexité du code, en fait. Donc, Merci. Alors, appliqué à notre secteur, agricole, agroalimentaire, ensuite on verra les exemples ici. Appliqué à notre secteur, voilà, qu'est-ce qui est déjà utilisé en IA prédictive, générative? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Le plus pragmatique, encore une fois, je pense, c'est le système expert, hein, qui a lui-même évolué. Les systèmes d'experts aujourd'hui sont beaucoup plus... D'ailleurs, on ajoute de la machine learning dans les systèmes experts. Donc, même si on doit mettre des règles, on peut avoir des systèmes qui aident à la décision. Tous ces outils d'aide à la décision sont basés sur des systèmes experts. L'afflux de données par tout ce qui est IoT, tous les capteurs que vous avez aujourd'hui dans vos champs, commence à donner des limites dans la capacité des dirigeants, des exploitants à pouvoir traiter tous ces flux de données, tous ces fichiers Excel ou même ces logiciels. Donc l'intelligence artificielle, elle a quand même pour objectif de vous aider à raisonner. Ça ne sera qu'un outil, mais je pense que dans tout ce qui est aide à la décision, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Ça serait dommage en tout cas de s'en passer. Peut-être au regard du coût, et encore, ce qu'il faut peut-être voir, c'est plutôt la rentabilité plutôt que le coût. Ensuite, peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui apporte énormément du coup, le deep mining, donc j'en ai pas parlé, mais c'est le côté un peu la capacité de pouvoir générer des propositions à partir de données non structurées. C'est-à-dire, une donnée structurée, c'est une date, une température, un texte. Aujourd'hui, on peut faire du prédictif avec des données non structurées, et vous en connaissez tous, c'est l'imagerie. Avec vos téléphones, vous avez une qualité aujourd'hui optique qui suffit à photographier vos plantes et vos champs même, et qui est ingéré par la machine avec du deep mining et ajouter d'autres flux de modèles, de corpus de données qui viendraient de la science ou même de votre filière, pourrait très rapidement vous donner le comportement de votre plante, alors même que vous, de l'œil nu, vous ne pourriez pas vous en rendre compte. Donc là, c'est vraiment une avancée dans la pratique de la culture, mais je pense qu'il faut quand même le regarder, même si ça paraît un peu encore aujourd'hui gadget, pour une très bonne raison qui n'est pas forcément technique. C'est quand même dans la confiance que l'être humain a à l'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure tous ensemble. Et ça limite le rapport qu'on a avec le résultat de la machine. Mais c'est le moment de le regarder. Et c'est peut-être encore tôt pour l'exploiter. Mais si vous ratez le train de cette approche, de son changement de rapport entre l'homme et la machine, vous prendrez vraiment du retard par rapport à ceux qui sont en train de le faire. Alors, une question aussi par rapport à ça. Où en sont en fait les IA génératives? On a vu GPT-3, GPT-4. Bon, comme c'est apprenant, on va avoir plein d'autres versions ensuite. Voilà, comment prendre le train en marche? Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'on peut encore le prendre? Alors, pour être très pragmatique, commencez à prendre le train pendant qu'il est encore sur le quai. Après, il sera un peu tard. Où en sont les IA génératives? C'est une question finalement compliquée, parce qu'il faut bien se rendre compte par rapport à la question de tout à l'heure qu'il y a deux éléments très importants pour avoir du raisonnement. C'est peut-être l'algorithme,
la capacité de traiter ces algorithmes, donc la puissance de calcul. Ces deux éléments importants sont aujourd'hui accessibles au grand public. On l'a vu avec ChatGPT. La puissance de calcul hébergée par des grands donneurs des grands fabricants de machines avec des modèles économiques adaptés par location, et l'algorithme qui aujourd'hui est relativement gratuit d'ailleurs. Hein, tous ces GAFAM qui ont fait ces algorithmes le proposent pour des bonnes raisons économiques. Mais il reste quand même une donnée très importante, c'est la donnée, puisque le raisonnement se base sur la donnée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'un individu dans le monde utilise ChatGPT, l'algorithme devient à un meilleur raisonnement. Donc au final, où on est aujourd'hui pour répondre à la question ChatGPT, tous les jours un peu mieux, un peu plus. Donc ceux qui sont encore dubitatifs sur la qualité de la réponse à la question que vous auriez posée, attendez un petit peu. Chaque jour, elle est un peu meilleure. Donc il faut y revenir chaque jour pour se rendre compte que, en dehors des versions qui sont affichées 3, 5, 4, 5, la machine évolue aussi. Mais ce qui est très important, c'est surtout le rapport que tout le monde a avec cette machine et qui éduque justement cette IA. C'est un sujet que Macron d'ailleurs avait annoncé au dernier Vivatech. L'éducation, c'est le sujet important. C'est qu'est-ce qu'on veut en gros, de la personne matérielle, enfin de la machine. Qu'est-ce qu'on veut qu'elle nous réponde au regard de la culture de son apprentissage, qui change évidemment comme une personne vivante. Merci. Alors on va donc sur ces premières paroles, il fallait bien qu'on pose le cadre quand même. On va passer aux utilisateurs. Donc Anis et Prodom. Donc vous avez développé avec Mathieu Gazeau Arboflow, qui est un logiciel de récolte qui utilise l'intelligence artificielle, voilà, pour pouvoir vraiment quantifier, identifier quels sont les lots, quels vont être les pourcentages de pertes, etc. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce logiciel-là, et puis comment vous l'utilisez, en quoi c'est utile pour l'arboriculture française, enfin française et internationale? Oui, donc bonjour. Donc oui, effectivement, avec mon associé Mathieu Gazeau, cette année, enfin il y a un an, on a développé donc Poma Quality. Donc c'est un logiciel qui permet de prendre des photos directement des palox de pommes. Donc on met une balle de ping-pong pour faire étalon, et ensuite derrière, on va venir prendre une photo, et de là, ça va détecter toutes les pommes dans votre palox, et en plus, donc ça va détecter et le calibre et la colo. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comment ça se passe? On envoyait les lots, ça arrivait à la station, et il y avait un expert qualité qui prenait 15 pommes dans le palox, et qui, avec son pied à coulisse, venait mesurer les pommes. Et ensuite, il notait, là, j'ai ça, et ça prend du temps, donc on fait qu'un palox. Là, l'avantage de l'IA, c'est que le travail, il est fait en à peu près 5 secondes. Je prends ma photo, j'ai mes pommes, j'ai mes calibres, j'ai ma coloration, et j'envoie dans le cloud. Donc là, on est passé de plus de 20 minutes à 5 secondes. Ce qui fait qu'on peut faire beaucoup plus d'échantillons, et on peut le faire soit à la station, soit directement dans le champ. Ce qui fait que c'est le moment de rattraper le tir. Dans le champ, on peut voir que les calibres sont bons, ou que la colo n'est pas bonne. Donc on peut dire, non, là, il faut faire plus ci, il faut faire plus ça. La donnée remonte au dirigeant. Et en plus de ça, quand ça arrive en station, il faut bien expliquer que tous les lots ne sont pas forcément précalibrés tout de suite selon les variétés. Mais l'avantage, c'est qu'on sait à peu près ce qu'il y a dans les... On a une tendance du calibre qu'il y a dans les palox, et du coup, on peut organiser nos chambres et orienter en fonction des calibres. Ce qui fait que demain, pour le commerce, on sait quelle chambre ouvrir. Et alors, avec ce temps de gagner, on va dire, qu'est-ce qu'on fait de plus et de mieux? On fait autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est de l'optimisation. Ça veut dire que le chef qualité qui fait ça, il ne peut pas faire un autre test. Donc, il perd du temps. Là, c'est vraiment un gain de temps. Et surtout, on a une meilleure... Comment dire? Si j'analyse 3 palox à la main, ou que j'en fais 100 avec de l'IA, on va avoir une tendance qui est vraiment meilleure que si on le fait à la main. Et le but, c'est pas forcément... c'est accélérer le process. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner forcément autre chose en plus, mais on va accélérer le process, et on va dire que ce n'est pas un job forcément intéressant à faire, et du coup c'est simplifier le boulot du collaborateur. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée, du coup, par rapport, jusqu'au client final? Est-ce que vous arrivez vraiment à valoriser ça, c'est-à-dire vous avez une fiabilité en plus optimale? Est-ce que vraiment vous arrivez à le valoriser jusqu'à votre client final?
Alors non, c'est pas fait pour le client final parce qu'il faut bien se dire qu'après, du coup, nous, ça sert à la station, ça sert au producteur. Donc le producteur, lui, il sait à l'avance ce qu'il envoie à la station parce que sinon, il le sait que quand la station calibre. Et en fait, il faut bien se dire qu'à la station, après, la station, elle prend, elle précalibre. Oui, après, c'est tout le travail classique. Et du coup, nous, on va pas jusqu'au client. Nous, c'est vraiment apporter au producteur de la donnée. Qu'il n'a pas avant que la station lui envoie quand elle a envie de lui envoyer, si elle lui envoie. Donc ça le tranquillise, on va dire. C'est ça, enfin, il sait ce qu'il envoie, et il peut savoir ce qu'il aura à la vente. Okay. Et donc prévoir l'argent qu'il peut gagner aussi. Alors, on va aller un tout petit peu plus en amont encore, donc avec vous, donc Antonin d'AKDN. Donc déjà, vous allez vous présenter un petit peu, voilà, parce que pour l'instant, c'est un modèle prédictif en viticulture qui est en devenir et sûrement appliqué à l'arboriculture bientôt. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, DAKDN, c'est une entreprise que j'ai montée avec mon frère à la suite de mes travaux de recherche. Donc j'ai fait une thèse sur le suivi de la sporée du mildiou de la vigne pour améliorer la prévision du risque épidémique et espérer améliorer l'utilisation les stratégies phytosanitaires. Donc dans cette entreprise, ce que l'on fait, c'est que l'on capture des spores de pathogènes, mildiou, oïdium, qu'on va venir analyser. Donc ces captures, on va venir les analyser au laboratoire avec des méthodes de biologie moléculaire de toutes sortes. Et ensuite, on va utiliser cette donnée que l'on va implémenter donc, dans des modèles qui sont basés sur l'IA, avec des données météo, des suivis de phénologie et aussi des suivis de symptômes sur le terrain, pour ensuite sortir une probabilité d'évolution de symptômes qui va nous permettre nous, de pouvoir apporter un conseil de quel produit utiliser, quelle molécule, à quelle dose. Donc ça, c'est dans le... On n'y est pas encore, mais aujourd'hui, déjà, on peut savoir s'il faut traiter ou non. Ce qui est juste essentiel. Voilà. Ce qui est déjà pas mal, on va dire. Et alors, est-ce qu'il y a des freins, des limites psychologiques? Parce que c'est vrai que les viticulteurs sont habitués aussi à leur itinéraire technique. Est-ce que le changement est facile ou pas? Des freins, on en a eu de plusieurs types. On a eu déjà le coût. Donc le matériel de capture de spores qui n'était pas disponible sur le marché était assez cher. Donc nous, déjà, on a développé nos stations de capture où on a enlevé tout ce qui nous semblait superflu pour proposer du matériel dont on maîtrise les coûts et pour abaisser donc, le prix de la prestation. Et ensuite, il y a cette idée, voilà, cet ancrage du « moi, je sais faire ». Je connais le mildiou, je connais l'oïdium, je connais. Et donc, j'ai mon calendrier de traitement et l'habitude de faire comme ça. Ce que l'IA apporte là-dedans, c'est qu'elle calcule plus vite et elle peut gérer des bases de données plus grosses, elle a une meilleure mémoire. Et donc, c'est plus précis dans la prévision des risques. Forcément. Même si l'humain reste au milieu et les connaissances du viticulteur sont déjà une mine d'or pour prévoir les risques. Gilda, je me tourne vers toi. Toi qui as l'habitude d'accompagner beaucoup de producteurs, donc tu vois aussi l'évolution du paysage de la production en France à grande échelle. D'ailleurs, comment tu vois l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies? Est-ce que c'est balbutiant? Est-ce que c'est en train quand même, voilà, est-ce que la prise de conscience, comme disait Franck, elle commence à être là et le train commence à être pris en marche? Oui, moi je suis content de vivre mon époque, je trouve ça chouette, c'est excitant. On a la chance de pouvoir vivre une révolution numérique et de pouvoir disposer d'éléments qui permettent d'objectiver la prise de décision. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les problématiques auxquelles font face la filière fruits et légumes, il y en a, il y a 4 principales problématiques, les 4 P, quoi. Le people, l'humain, la main-d'œuvre. On a une main-d'œuvre qui est de plus en plus rare, de moins en moins qualifiée, et je pense que l'IA va permettre de faire monter en compétence la main-d'œuvre qu'on a à disposition, permettre d'objectiver la prise de décision, d'engager des frais de structure en adéquation avec une réalité de terrain. Et donc ça, c'est un avantage fort. L'autre problématique, c'est planète et le phytosanitaire. Donc, les entreprises boîtes phyto permettent, grâce à l'IA, vont pouvoir accélérer la recherche de nouvelles molécules plus durables, on va dire, et plus respectueuses de l'environnement. Et les autres problématiques, c'est la rentabilité des entreprises. Donc, moi, l'IA, je trouve que c'est très, très excitant et ça va vraiment permettre aux entreprises qui ont énormément de jeux de données dormantes
dont ils ne se servent pas, de les utiliser pour pouvoir vraiment objectiver vraiment la prise de décision et progresser. L'IA, c'est vraiment... Il y a des IA, c'est des boîtes à outils. Bon, bien sûr, il ne faut pas utiliser un bazooka pour tirer sur un moustique, mais bon, il y a des IA qui sont adaptées à chaque problématique et il va falloir jongler entre toutes ces IA. Mais il y a une première étape, ça va être vraiment l'acculturation. Utiliser ChatGPT, c'est bien. Passer à la version payante, parce que la version gratuite, vous mettez les données de votre entreprise dans un environnement qui n'est pas sécurisé, c'est moyen. Donc il y a cette phase d'acculturation qui va être importante, et d'accompagnement, et de faire monter en compétence le personnel. Et justement, par rapport à ça, moi j'ai une question. Si l'IA est si stratégique que ça, est-ce que, voilà, comment la porter à un moment donné à un niveau stratégique? Parce que souvent la data, voilà, ça reste cantonné. Alors je sais pas, enfin des fois c'est associé au département commercial avec vraiment des gens qui sont dédiés à l'analyse de la data, ou parfois c'est le DSI. Voilà, enfin il va falloir faire monter en compétence finalement tout le monde. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on a des exemples que tu vois sur le terrain qui sont intéressants? Mis à part Verger Gazo. Je peux vous donner un exemple. Pas plus tard que hier, j'étais en voiture. On me demande quelles sont les matières actives homologuées sur la punaise diabolique chez nos voisins européens. Je récupère un document de 1500 pages d'un pays voisin, je ne vais pas le citer lequel. J'étais en voiture, je ne peux pas me palucher de lire 1500 pages. J'ai mis ça sur ChatGPT. Le document était en langue étrangère. J'ai dit, bah, écoute, liste-moi les matières actives qui sont homologuées sur la punaise diabolique dans ce pays. Et en 2 secondes, il m'a sorti les matières actives qui étaient homologuées. Et en français en plus? Et en français. Bon, voilà, donc un exemple. À l'échelle de, par exemple, des responsables qualité, les responsables qualité, ils ont énormément de formulaires à remplir. L'avenir, ce sera d'utiliser tous les formulaires qu'ils ont déjà remplis par le passé, d'utiliser ces formulaires-là pour remplir d'autres formulaires qualité. Après, il faudra toujours les relire pour vérifier ce qui a été mis, quoi. Mais sur le gain de temps que ça va apporter, ça va être... Comment on se forme sur l'IA? Alors, je sais que tu te formes en permanence. Mais voilà, comment on se forme? C'est un peu de l'auto-formation et on tâtonne, ou il y a des choses un peu plus structurantes, justement pour faire monter en compétence tout un chacun? Ben, on va toujours avoir les tutos faciles, articles internet, du genre utilise ChatGPT ou utilise ci pour essayer. Les choses, on va dire, grand public. Et après, sinon, faut suivre des comptes, que ce soit articles, LinkedIn, Twitter ou autre. Et en fait, il y a beaucoup de papiers de recherche, il y a beaucoup de choses. Et là, il faut rentrer dedans. Et il y a un moment, quand on veut apprendre, c'est comme tout, il faut faire. Lire, ça donne pas de compétences. Il faut essayer, il faut se tordre la tête, y passer des après-midi. Et puis, voir que ça fonctionne pour se dire, bah ouais, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça marche. Et c'est de la recherche, il y a du GitHub, il y a beaucoup de choses en fait pour apprendre l'IA. Si on cherche vraiment, on va trouver des sources, des tutos sur YouTube de pays comme l'Inde ou autre, c'est beaucoup ça souvent. Et faut juste vouloir. C'est comme tout, si on cherche, il y a de la documentation, il y a des articles, il y a tout ce qu'il faut. Mais il faut le vouloir. Et ça prend du temps, et c'est en anglais. D'accord. Donc il faut quand même plutôt spécialiser des ressources dans une entreprise qui ensuite vont diffuser au sein de l'entreprise. Oui, c'est un métier. Ouais. L'IA, il faut bien dire que c'est un métier et ça prend du temps. Donc si la personne veut le faire, soit on l'externalise, soit on met une ressource dessus. Ouais, c'est pas comme ça, quoi. Faut y aller. Gilda, je me retourne vers toi. Est-ce qu'on peut prévoir, ou même vers tous, mais est-ce qu'on peut prévoir des scénarios d'évolution de nos métiers? Est-ce qu'il y a vraiment des métiers qui vont être repositionnés, comme on a vu en station fruitière avec l'utilisation de calibreuses optiques, voilà, qui a respécialisé ou repositionné certaines tâches? Voilà, enfin, quels sont les métiers qui peuvent vraiment évoluer? Je pense que tous les métiers peuvent évoluer. Comment dire, aujourd'hui, vous avez le personnel est de plus en plus rare. C'est une problématique qui est commune à toutes les filières.
Et il faut arriver à faire monter en compétence le personnel, quoi. Et tout en restant dans un cadre où ça ne va pas le changer de ses habitudes et ça ne va pas lui faire peur, il ne va pas partir en courant. Pour donner l'exemple par exemple de ce qu'on développait pour Maflo, l'idée c'était le personnel qui est en verger, qui n'est pas français hein, majoritairement, qui gère les récoltes, c'était lui donner un outil qui lui permette de corriger le tir dès le champ. Parce qu'aujourd'hui, les gens ramassent les pommes. Le coût de cueillette est tellement stratégiquement important. Faire du 400 kg à l'heure, c'est pas intéressant si toutes les pommes dans le palox ne sont pas mûres et pas colorées. Et quand la station reçoit les palox et appelle le chef de culture, elle dit tout ce que tu as ramassé aujourd'hui, c'est pas bon, c'est trop tard. Donc aujourd'hui, c'était fournir un outil à un personnel qui n'est pas qualifié, de pouvoir corriger le tir dès le verger avec pas une charge mentale supplémentaire, une possibilité de prendre une décision rapidement. C'est bon, c'est pas bon. Lui, à son niveau, savoir qu'il y a 90% de calibre 70-75, que la coloration est à entre 43 et 46, ça ne l'intéresse pas. À son niveau, lui, ce qu'il veut, c'est est-ce que ma main-d'œuvre que j'encadre ramasse bien ou pas bien? Est-ce que c'est conforme, pas conforme? Point. Par contre, cette même information, elle peut être mise en forme, sous une forme de dashboard différente, pour que le gestionnaire logistique voit, il dit ah tiens, sur cette parcelle, on a une majorité de calibre supérieur à 80, on a une belle couleur, ok, je peux engager des frais de structure, je peux stocker ça pendant 6 mois parce que je sais que j'aurai la valorisation. Donc je vais optimiser mes flux, mes palox, je vais les envoyer directement dans mon frigo, c'est pas grave, ça me coûte plus cher, mais je sais que j'ai la valorisation derrière. Au contraire, si les informations me disent que mon lot n'est pas bon en qualité, ça ne sert à rien de mettre des frais de structure dessus. Il faut vite le travailler et vite l'évacuer pour ne pas engager des surcoûts. Et ensuite, le commercial, à la fin, lui, il voit ses lots. Ça lui permet d'objectiver sa prise de décision, d'ouvrir un frigo et de ne pas tout précalibrer, de se rendre compte qu'il n'y a que 5% des lots qui sont conformes à la commande de son client, d'élaborer une stratégie marketing et commerciale en amont et pas de réagir après coup, quoi. Donc je pense que l'intelligence artificielle va permettre ça, c'est de fournir à diverses étapes et en fonction des compétences des différents utilisateurs les informations dont il a besoin. Merci. Antonin, à quand une solution dans la filière fruits et légumes, puisqu'on voit, on a des besoins importants? Alors aujourd'hui, on est toujours en recherche de partenariats. Donc on spécifie quand même nos offres pour le secteur viticole parce que moi de mes études et de ma carrière à l'Institut français de la vigne et du vin, je suis plutôt orienté vigne. Mais on recherche toujours des partenariats. D'ailleurs, historiquement, les premières suivis de capture de sport, enfin celles qui ont servi à calibrer des modèles météo, c'était pour la tablure du pommier avec les pièges Marchi. Et donc, pourquoi pas reprendre ça et améliorer l'utilisation des produits phyto, notamment pour la tablure, qui représente quand même une charge phyto importante pour le secteur pommes et poires. Et oui, ce qui est intéressant avec notre approche, d'intégrer la capture de sport dans les modèles de prévision des risques, c'est qu'on va pouvoir le développer, enfin on va pouvoir le copier-coller sur toutes on va dire, une grande partie des problématiques cryptogamiques, que ce soit maraîchage ou arboriculture. D'accord. Après, il faut toujours discuter avec des experts qui, eux, vont apporter leur expertise et pouvoir aider à calibrer ces modèles, parce qu'il faut toujours une supervision humaine à l'utilisation de ces modèles, enfin de l'intelligence artificielle. Alors moi j'ai une question aussi sur l'interopérabilité des solutions. Alors c'est en ayant écouté c'était un viticulteur en Champagne, mais bon ça peut être un arboriculteur, au dernier salon de l'agriculture qui entre guillemets se plaignait d'avoir investi. Alors il a des capteurs de partout, stations météo, tout ça. Enfin il a vraiment de la donnée à revendre. Et en fait il disait mais au final je sais plus prendre une décision parce que enfin mon capteur A me donne ça, l'autre il me donne ci, ça. Il est tellement outillé, tellement informé qu'en fait, à la fin, il ne sait plus quoi faire. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider en fait à la décision finale? Alors, sur toutes ces solutions, on l'a vu en chaîne.
Ça, de mon opinion, ça reste que mon opinion, hein, c'est personnel. Je pense qu'on développe, avec l'intelligence artificielle, on développe des outils d'aide à la décision, on ne développe pas des outils de décision. C'est-à-dire que c'est une aide, c'est un support. Plus on va avoir de capteurs, plus on va pouvoir faire converger des indicateurs. Donc un indicateur si on a 10 indicateurs et qu'on en a 8 ou 9 qui convergent vers la même décision, on peut être assez sûr de ce que l'on fait. Si on en a 5 qui convergent dans une direction et 5 qui vont dans l'autre, là c'est l'expertise de la personne. Il faut qu'il se fasse confiance, qu'il comprenne comment fonctionnent aussi les outils. Donc là, ça va être tout un conseil, tout un accompagnement de l'utilisateur. Il ne faut pas oublier que, moi personnellement, j'ai le nez sur le mildiou et l'oïdium tous les jours. Un viticulteur, lui, son métier, c'est pas que des produits phyto, il y a beaucoup de choses à côté. Donc il faut arriver à vulgariser et à à accompagner l'adoption de ces outils. Et après, plus on multiplie, par exemple, on va voir la station météo qui va nous dire attention risque mildiou, la capture de sport qui va nous dire on n'a pas de trace de mildiou, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est ça. Franck, une dernière question avant d'ouvrir les questions à la salle. Comme tu as l'habitude de voir beaucoup d'entreprises, un peu plus largement d'ailleurs que notre secteur, est-ce qu'on a des beaux exemples, on va dire, où l'IA est vraiment implémentée dans l'entreprise et puis quels sont les résultats que ça a généré, on va dire, avec une utilisation intéressante Oui, alors après, il faut relativiser. Aujourd'hui, l'IA, ça reste une technologie quand même assez, bien que mon introduction a commencé depuis quelques années, assez nouvelle pour les usages. Donc on a beaucoup plus de retours d'expérience sur les fabricants, les fournisseurs de solutions, que sur le terrain en tant qu'utilisateur. Même si déjà tous les grands comptes utilisent des outils, même d'un point de vue personnel, autour de l'IA sans forcément le savoir. Je pense que la question aujourd'hui du retour d'expérience, c'est surtout et ça répond un peu finalement à toutes les questions qui placent le décor de la problématique de l'IA, c'est-à-dire comment l'intégrer dans l'entreprise, est-ce que ça va changer les métiers, quelle est la stratégie à adopter pour que je puisse quand même faire tourner ma boîte au quotidien tout en investissant dans une technologie dont on n'a pas encore vraiment confiance. C'est vraiment le rôle aujourd'hui de l'agence Ad Hoc en tout cas, de pouvoir accompagner ces exploitants, ces dirigeants d'entreprise dans cette réflexion de façon assez pragmatique pour, encore une fois, répondre au quotidien, mais tout en prenant des actions qui leur permettent de converger vers un futur qui se dessine assez automatisé au final. On a parlé d'expertise humaine qui, effectivement, aujourd'hui, doit contrôler le résultat des intelligences artificielles. Moi, je suis un peu plus technologue que agriculteur, même beaucoup plus. J'ai beaucoup plus une approche où finalement tout le monde va devenir expert. Tous les êtres humains vont devenir experts grâce à l'intelligence artificielle. Alors c'est peut-être la mauvaise nouvelle, mais bientôt on passera les micros nous on va peut-être changer de métier. Mais en tout cas, ce rôle d'accompagnement dans à la fois la réponse à la question du jour des dirigeants, mais en même temps de leur donner une vision pour rester compétitifs. Vous avez vu l'accélération des nouveaux entrants qui utilisent des technologies complètement disruptives et qui changent les modèles économiques. Ça peut un peu perturber. Alors vous êtes dans une filière qui est peut-être un peu moins que d'autres par le rapport matériel avec les choses. Une plante, ça a son rythme de vie, on ne peut pas l'accélérer comme... la fabrication d'un bébé, on pourrait peut-être vouloir en 2, mais c'est 9. Et puis pour l'instant, il n'y a pas d'IA qui vont pouvoir le permettre de le faire en 2. Donc ce rythme naturel, il vous protège un petit peu. En tout cas sur la fabrication du produit. Mais sur le changement des modèles, j'en suis pas sûr. On parle depuis tout à l'heure d'agriculture un peu, personnalisée, j'ai oublié le mot. Ça change complètement les métiers. De quoi parle-t-on? Donc je pense qu'aujourd'hui, la vraie question sur le retour d'expérience, c'est ces chefs d'entreprise qui viennent à la rencontre de l'agence. On a monté un grand projet régional, le DIH, qui rassemble 14 partenaires des plus compétents du territoire occitan pour être fédérés autour d'un programme commun d'accompagnement
avec les meilleurs en intelligence artificielle, comme Anity, comme le LIRM à Montpellier, comme le Cerfax pour le calcul. Donc on a mis tout ça en commun avec une gouvernance adaptée et aussi aidé par la partie financière. On n'a pas parlé du coût, mais c'est vrai, ces outils aujourd'hui, il y a quand même un investissement de départ, même si on nous promet que ça permet de gagner du temps, que ça permet de faire des meilleurs produits, que ça permet même de gérer la compétitivité, parce qu'on ne l'a pas dit, mais dans les métiers, effectivement, il faut être plus compétent, parce que les flux de données augmentent, mais nous, on n'a toujours que 2 yeux, 2 oreilles, et que 2 hémisphères. Alors que la machine, elle peut en avoir 10 000, elle peut 10 000 yeux, 30 000 oreilles, et on ne sait pas combien d'hémisphères, ça évolue, nous, on sera limité. Donc cette évolution de flux d'informations va faire que nous, on sera obligé d'utiliser des machines pour nous aider à réfléchir. Voilà. Merci. On va passer aux questions. Parce que je suis sûre qu'elles sont nombreuses. Je vois des têtes connues quand même. Donc allez-y. Je me permets de regarder l'heure. Ça va, on a le temps. Un quart d'heure. Emmanuel. Bonjour, j'avais une question pour Antonin Douillet. Vous avez développé votre modèle qui a pour but d'aider les viticulteurs à prendre des décisions de traitement ou pas. Est-ce que vous avez déjà mesuré une baisse des IFT grâce à votre système? Parce que c'est quand même ça l'objectif in fine. Aujourd'hui, les retours d'expérience que l'on a sur l'année 2022 et l'année 2023, ça a été pour l'année 2022 une économie, donc c'était l'utilisation des règles de décision et des modèles pour la date de calage du premier traitement, donc économiser les premiers traitements qui pourraient être inutiles. Donc on est pour 2022 c'était 2,2 traitements mildiou économisés. Et pour 2023, il y a eu 3 traitements économisés, donc avant le mois de juin, qui ensuite a été assez problématique avec les pluies et les températures qu'il y a eu. Donc, mais il n'y a pas eu de diminution de rendement, et ça fait déjà, selon les régions, 3 traitements économisés, c'est entre 25 et 30% d'économie d'IFT. Merci. Et l'investissement, au départ, est-ce que ça permet de faire un gain? Alors, ça dépend du nombre d'hectares que l'on a. Sur un traitement mildiou et idiome, en début de campagne, on va être entre, si on prend toute la charge en entière, on va être entre 80 et 100 euros l'hectare. Donc il faut avoir une surface suffisante. Nous, on estime à 20-30 hectares la surface d'économie pour que le service devienne rentable. Donc le service suivi, détection, analyse, conseil. Donc ça, c'est le DAC, si on prend le service en entier. Et puis, sinon, on cherche à digitaliser notre service pour pouvoir le proposer à moindre coût, avec de la donnée modélisée spatialement cette fois-ci, et de pouvoir s'adresser à des entreprises qui auraient des pouvoirs d'investissement un peu plus modestes, quoi. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Présente-toi. Didier Crabos, donc directeur de Confridoc et président de Ping Europe. En introduction, tu as parlé de la consommation. Voilà, on est vraiment sur le terrain. Mais donc aujourd'hui, ma question, c'était l'utilisation de l'intelligence artificielle pour donner de l'intelligence à la compréhension du rayon, de la consommation, donc, et derrière avec cet objectif aussi d'optimiser la valorisation, où on a trop souvent le prix qui est un arbitrage sur une faiblesse de l'amont, voilà, sur une fragilité, et pas toujours le bon levier pour améliorer la consommation, et c'est un gros enjeu pour la production. Donc je ne sais pas à qui je peux poser la... Ouais, peut-être Gilda, non, non, c'est non. Non, est-ce que non, mais c'est quand même un sujet énorme. Ou alors Franck, peut-être, si tu veux commencer, c'est quand même un sujet énorme que toute cette donnée en fait qu'on a, qui sont analysées au niveau du rayon, mais qui remontent pas forcément. Voilà, comment on peut l'utiliser intelligemment et effectivement en pomme on déconsomme. Donc voilà, comment
Je pense qu'il y a la donnée climatique aussi. Quand il fait chaud, on aime bien manger des cerises, des fraises, et quand il fait froid, on mange des courges et on fait de la soupe, quoi. Donc, je crois qu'il y a une donnée climatique qui peut être intégrée et reliée à de la donnée commerciale. Ça, je pense que ça peut permettre de progresser. Mais après, il y a toute cette partie-là, la donnée Conso qu'on n'a pas. qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas ou qu'on peut acheter. Mais après, de la donnée, ça s'achète. Par exemple, Orange, ils ont de la donnée qui s'appelle Fluvision, où on voit, ils captent les données de tous les téléphones. Donc on voit les flux de personnes. On pourrait aussi acheter les données de consommation de carburant. La semaine dernière, la station essence Total, je posais la question, par rapport à l'année dernière, à la même date, il avait 30% de consommation en moins. Ça veut dire que les gens se déplacent moins. Donc s'ils se déplacent moins, ils consomment moins. Donc les jeux de données existent, mais il faut les acheter, les rassembler, les travailler et les mettre en forme. Franck? Oui, alors juste, en fait, en industrie déjà, c'est une problématique qui est traitée où on a besoin des données du consommateur pour lancer les chaînes en production en quasi temps réel. C'est pas directement la compétence de l'IA, mais effectivement l'automatisation en quasi temps réel par des flux de données qui ont été interopérabilisés, dont les différents capteurs du client seront remontés directement à la production. Ça, c'est aujourd'hui un vrai sujet de marketing. Aujourd'hui, dans l'industrie, on est dans l'offre personnalisée. Donc, c'est une réponse à une question peut-être qui n'est pas encore vraiment traitée dans cette filière, encore une fois, par rapport au fait qu'on a un rapport différent avec la matière noble, la matière première. Mais ça doit être un sujet à traiter et qui est faisable techniquement, à veiller à l'appétence et au désir du client pour pouvoir produire ce que demande le marché. Même si vous, en tant qu'agriculteur, vous aimez bien votre produit, il y a quand même une contrainte de la personne morale qui est votre entreprise qui doit répondre au marché. Et aujourd'hui, vous le vivez durement, je dirais. On peut travailler sur ce sujet et l'intelligence artificielle peut être un outil à vous aider qui peut revoir complètement votre approche, votre stratégie de la production à la vente. Mais c'est vraiment le sujet de la transformation digitale. Dans transformation, moi je me plais à dire qu'il y a deux approches d'une entreprise aujourd'hui en fonction de sa maturité digitale. La transition numérique, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, la capacité de mettre un outil numérique dans son système d'information pour qu'elle soit plus performante, c'est une chose, un gros travail, mais il y a aussi la transformation digitale. Qu'on l'a évoqué, ou dans le sens transformation par rapport à transition, il y a quand même un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, c'est peut-être ce que vous allez vivre aussi. On vient de l'entendre, on ne peut pas acheter aujourd'hui un fruit qui pousse l'été avant l'hiver. Et pourquoi pas? Il y a peut-être des frigos, faire pousser des fruits et les vendre hors saison. Et pour ce faire, quel est le coût, quel est le système à mettre en place techniquement pour y arriver? Je pense que c'est vraiment le sujet du jour dans tout ce que vous allez entendre dans la littérature aujourd'hui quand vous entendez transformation des entreprises. Le vrai sujet, c'est celui-là. C'est pas que l'IA, c'est pas que technologique. C'est le contexte actuel de la technologie qui fait qu'on peut presque répondre à tout. On est en train d'essayer d'aller sur Mars, on a des voitures autonomes. Et ça, pour vous, c'est contrevenant au rythme humain parce que vous êtes très proche de la matière première qui a son rythme à elle. Donc c'est une vraie question stratégique que vous posez, mais je pense qu'il faut la traiter plutôt que dire que c'est pas l'heure. Voilà. Message reçu 5 sur 5. Bonjour. Présentez-vous. Thierry Mounirac, je suis l'ancien président de Mounirac Frères. Petite question à Gildas. Qu'est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va apporter au niveau du commerce de gros? Vous avez 5 minutes. Une meilleure compréhension de la réalité du terrain, en fait. Je pense qu'il y a, au niveau du commerce de gros, le commerce de gros va devoir se rapproche déjà de plus en plus de la production, et ça, c'est bien. Et il y a un dialogue qui est de plus en plus important. Donc, dans l'échange des données entre la production, dans la compréhension de la saisonnalité et des habitudes de consommation, aujourd'hui, en fait, la production, c'est peut-être trop détourné, je dérive un peu, mais du commerce. C'est-à-dire à vouloir imposer
des variétés sans savoir si le commerce était capable de les vendre. Et aujourd'hui, on est un peu dans une impasse. Les pépiniéristes en savent bien quelque chose. Donc aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle va aussi permettre d'améliorer cette relation avec la production, mieux comprendre les problématiques à la production et la saisonnalité. Mais aussi, il faut que la production comprenne que les habitudes du commerce. Inversement aussi, la production a besoin de comprendre les habitudes de commercialisation et d'avoir plus d'adéquation entre demande et production. Oui, avec les systèmes prédictifs. Je pense que l'IA va apporter énormément dans la capacité de lancer des plans de production par rapport à une potentielle consommation, une potentielle demande des consommateurs. Bien sûr, il y a une latence, mais cette latence se réduit et c'est ce qui peut changer votre approche par rapport à ce que vous dites entre le commerce et que vous n'avez pas. Il vous manque le lien fort entre le commerce et la production. Mais sachez qu'on est en train de travailler. Et si ce n'est pas vous qui le faites, c'est vos concurrents qui viennent d'ici ou d'ailleurs. Donc c'est vraiment un vrai sujet. L'industrie a eu un choc là-dessus, sur la construction à la demande du client final. C'est ce qui a amené l'industrie 5.0. Aujourd'hui, on parle un petit peu d'agriculture 5.0, je sais pas, je n'ai pas trop entendu. Mais c'est le pendant de l'industrie qui a commencé et qui arrive chez vous aujourd'hui. Après, il ne faut pas non plus, idéaliser l'intelligence artificielle. Ça ne fait pas tout. Si aujourd'hui on s'en sert majoritairement comme moteur de recherche, les informations qui sont Internet, elles ne sont pas plus fiables. Même si c'est ChatGPT qui va les chercher pour nous, c'est pas toujours fiable. Donc il ne faut pas diaboliser, mais il ne faut pas non plus idéaliser. Et il faut essayer de travailler de plus en plus en environnement sécurisé et interfilière. Merci. Est-ce qu'il reste encore une question? Peut-être? Oui. Devant. Bonjour, Julia Commandeur pour FLD Groupe Réussir. Petite question, est-ce que vous savez ce qui se passe ailleurs? Est-ce que chez nos concurrents des autres pays, la filière fruits et légumes est plus avancée en termes d'IA? Peut-être Anissé, non, je ne sais pas. Moi j'ai une petite réponse, en tout cas États-Unis, Canada. Capture de sport, modélisation avec de la mesure biologique, précurseur. Vraiment, ils sont en avance. Donc on a complètement les compétences en interne. Et il faut juste arriver à harmoniser tout ça pour nous aussi pouvoir développer des choses. Mais ouais, sur toutes les filières, ici la filière vin est elle porte assez ce type de projet. Parce que on produit avec une forte force culturelle. Là-bas, que ce soit le concombre, que ce soit les grandes cultures, que ce soit en arbo aussi, le kiwi, framboise, ils ont beaucoup d'oignons aussi. Donc non, ils sont assez inspirants. Et puis la barrière de l'innovation, là-bas, il n'y en a pas. Pour la partie arbo, moi je peux dire que c'est Nouvelle-Zélande alors on va dire de l'avance, mais on parle d'une année. Donc une année en IA, tout change du jour au lendemain, donc ça se rattrape. Mais il faut dire qu'on n'est pas les premiers en France. On n'est pas les derniers, mais on n'est pas les premiers. On est dans le mouvement. Ça joue depuis quelques années là, de toute façon, et puis ça va jouer dans les prochaines années. Et les startups ont pris le mouvement, que ce soit US, Nouvelle-Zélande, Australie, Chine, je pense aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. On n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance. C'est vraiment le mouvement de tout le monde en ce moment. Nous voilà prévenus. On va peut-être s'arrêter là, sauf s'il y a une question brûlante. On s'arrête là alors. Merci. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci.